Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Comment profiter des progrès technologiques sans empiéter sur la protection des droits de l'homme? L'intelligence artificielle fait désormais partie de notre quotidien, de celui des adultes comme de celui des jeunes et même des enfants. L'intelligence artificielle peut aider les êtres humains à gagner du temps, à être plus libres et à s'épanouir, mais elle risque aussi de nous entraîner vers une société dystopique où nos simples faits et gestes et même pensées sont épiés, où un Big Brother nous surveillerait constamment, comme dans le célèbre roman 1984 de George Orwell. Aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle doit être soumise à des règles strictes pour parvenir au juste équilibre entre le progrès technologique et le respect des droits de l'homme. Un sujet largement débattu le 3 décembre dernier à Rabat lors d'une conférence organisée par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, sous le thème Intelligence artificielle et droits humains. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Mounir Ben Saleh, secrétaire général du CNDH. Monsieur Ben Saleh, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, Mounir Ben Saleh, il serait peut-être utile de commencer cet entretien par expliquer ce qu'on entend exactement par intelligence artificielle, ce que cela englobe. Merci beaucoup. D'abord, en cette journée internationale des droits de l'homme, je souhaite beaucoup souligner les progrès réalisés au niveau du Maroc, mais au niveau international, mais aspirer à beaucoup plus de consécration des droits humains au niveau marocain et au niveau international. Alors, l'intelligence artificielle, il n'y a pas une définition largement ou communément admise. Au niveau du CNDH, nous avons adopté la définition suivante. L'intelligence artificielle est à la fois un domaine de la science qui combine un certain nombre de domaines, notamment l'informatique, la robotique, un certain nombre de domaines, qui essaie de reproduire un équivalent technologique à l'intelligence humaine. Et à la fois, c'est tous les outils, les organes, les systèmes autonomes doués d'intelligence, bien sûr technologique, qui aident à la décision, prend même de la décision ou affectent un peu des tâches jusque-là réalisées par les humains. C'est une définition simple. Alors, la conférence de la semaine dernière n'est pas la première du genre qu'organise le CNDH autour de ce thème. L'année dernière, par exemple, entre décembre 2019 et janvier 2020, le Conseil avait tenu des rencontres avec des journalistes, des éditeurs, des syndicats et des associations défenseurs des droits de l'homme sur la protection de tous les droits humains dans l'espace numérique. C'est un sujet qui visiblement vous préoccupe sérieusement au sein du CNDH. Quelle est aujourd'hui la situation du respect des libertés individuelles dans l'espace numérique au Maroc? Y a-t-il des règles, une éthique, des garde-fous? Écoutez, tout d'abord, le CNDH a commencé à s'intéresser à la question depuis 2019, où justement, à travers son monitoring, il a enregistré un certain nombre de violations présumées des droits humains dans l'espace numérique et au niveau de l'intelligence artificielle dans le sens large. Nous avons émis une recommandation pour ouvrir un débat, ce que nous avons fait avec, comme vous l'avez bien rappelé, avec toutes les parties prenantes de la question au niveau national. Suite à cela, donc, nous avons également tenu plusieurs séances de concertation avec les parties prenantes, avec les pouvoirs publics, les entreprises, les confédérations d'entreprises, les experts au niveau national pour essayer un peu de voir ces questions de relations, on va dire, entre les impacts de l'intelligence artificielle sur les droits humains. Nous avons bien avancé sur le sujet. Comme vous l'avez bien rappelé, la conclusion a été de voir ce qui se passe au niveau international par les experts et les différentes entités internationales qui travaillent sur le sujet. C'est une sorte de benchmark. Exactement. Vous avez vu ce qui se fait ailleurs dans le monde. Alors parlez-nous, Mounir Ben Saleh, des dangers de l'intrusion de l'intelligence artificielle et de ses algorithmes dans nos vies privées, mais aussi des formes de discrimination qu'elle peut engendrer. Écoutez, tout d'abord, l'intelligence artificielle, comme vous l'avez bien rappelé, a bien des bénéfices. Elle a aidé l'humanité à aller vers plus de jouissance des droits humains, vers la facilitation de la vie quotidienne, mais elle peut engendrer également quelques impacts sur les droits humains.
à l'instar d'un certain nombre de discriminations. Au niveau de pays occidentaux, notamment aux États-Unis, les programmes de l'intelligence artificielle utilisés par exemple dans le recrutement peuvent avoir des biais ou amplifier les biais naturels dans le choix des candidats au poste d'emploi. Au niveau des libertés d'expression, de manifestation pacifique ou autre, l'impact est bien palpable avec tous les réseaux sociaux et les algorithmes de classement, d'organisation des contenus. Oui. Sur un certain nombre notamment en fait sur la santé, sur un certain nombre de droits et de libertés, l'impact est aujourd'hui palpable, il est visible, on le touche et c'est pas qu'au niveau du Maroc, mais c'est au niveau international également. Oui. Alors vous l'avez cité, parmi les dangers, c'est la menace sur la liberté d'expression. Dans une publication récente du Conseil de l'Europe intitulée « Algorithmes et droits humains », il est indiqué que Facebook et YouTube ont adopté des mécanismes de filtrage pour détecter les contenus considérés comme extrémistes ou violents. Ceci alors qu'aucune information n'est disponible sur le processus ou les critères retenus pour déterminer sur quelle base un contenu publié peut être considéré comme clairement illégal. C'est dangereux comme écoutez, oui, effectivement, le comité ad hoc du Conseil de l'Europe, mais également il y a l'UNESCO qui vient d'adopter un texte, des recommandations sur la question. L'UNICEF également le fait, et puis en fait d'autres organes. Aujourd'hui, la question de la liberté d'expression, elle est vraiment mise à mal par un certain nombre d'algorithmes qui d'abord filtrent et classent les contenus que les utilisateurs peuvent voir. Donc du coup, ça peut engendrer ce qu'on appelle des chambres d'écho, où on ne peut lire ou entendre que les contenus qui sont en fait favorables ou proches de notre manière de penser, ce qui crée une certaine déformation, on va dire, de l'espace public, notamment numérique. Ça peut aussi avoir des impacts sur la rétention de l'information ou par de la désinformation dans le sens général, mais ça peut aussi avoir des impacts sur la vie privée, le droit à la vie privée et le droit sur les données à caractère personnel. Des fois, ça peut nous mener vers une sorte d'autisme culturel ou intellectuel, parce qu'il y a une communauté, comme vous l'avez dit, on n'entend que les avis, on ne reçoit que ce qui concerne cette communauté et ça empêche l'ouverture sur d'autres opinions aussi. Effectivement, et puis en fait ces algorithmes, notamment en fait de certaines entreprises technologiques, se basent sur les interactions et non pas sur la qualité des publications. L'exemple en fait que nous avons retenu au CNDH, c'était un peu deux chercheurs qui essaient un peu de chercher sur des termes dans un moteur de recherche académique, et ben les résultats sont différents, ça dépend du profil du chercheur universitaire. Au mieux, les résultats ne sont pas dans le même ordre. Donc ça peut impacter beaucoup plus que sur la liberté d'expression et d'information, ça peut aller aussi sur le plan scientifique et de recherche. Il y a aussi le procédé dont on parle beaucoup dernièrement, celui de la reconnaissance faciale. Un outil puissant qui en principe était mis en place pour aider à retrouver des terroristes ou des personnes soupçonnées de terrorisme. Y a-t-il un risque qu'il soit aussi utilisé comme une arme à des fins de surveillance de masse ou pour identifier des manifestants, ou est-ce que nous en sommes déjà là ? Écoutez, la reconnaissance faciale en tant que technologie, elle est importante. C'est une des technologies les plus puissantes au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez l'expliquer au grand public? La reconnaissance faciale, en fait, c'est une sorte de technologie dotée de caméras qui peut à la fois donc détecter les visages des humains et puis à travers des données apprendre bien sûr à les stocker, à les traiter, mais aussi à les reconnaître et à traiter un certain nombre d'informations, voire même à décider sur un certain nombre de choses. On les retrouve un peu partout aujourd'hui, même au niveau de services publics ou commerciaux. L'utilisation en elle-même peut engendrer des choses très dangereuses, des impacts sur les droits humains. L'exemple dans l'Union européenne ou aux Pays-Bas, par exemple, un des programmes utilisés par la police locale a été interdit parce qu'effectivement, ça amplifiait les biais
qu'avaient justement les forces de l'ordre par rapport aux immigrés, par rapport aux personnes étrangères. Donc voilà, aux États-Unis par exemple, la reconnaissance faciale, elle est à 96% à peu près de réussite quand on est de peau blanche et quand on est un homme, et elle est à 20% de réussite quand on est de peau noire et femme, par exemple. Donc ces biais, on va dire, ils sont amplifiés par la technologie. Alors, il y a des pays qui prennent des mesures ou des organismes. Mercredi dernier, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a appelé à la communauté internationale à imposer un moratoire sur certains systèmes d'intelligence artificielle, comme justement la reconnaissance faciale, le temps de mettre en place un dispositif pour protéger les droits humains quant à leur utilisation. Michelle Bachelet, la haute commissaire des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré, je cite, que les technologies d'intelligence artificielle peuvent avoir des effets négatifs, voire catastrophiques, si elles sont utilisées sans prendre suffisamment en compte la manière dont elles affectent les droits humains. À votre avis, M. Mensala, ces déclarations, ces appels peuvent-ils servir à quelque chose, ou est-ce que le rouleau compresseur et la technologie de l'intelligence artificielle sont trop forts et ne peuvent être ni ralentis, ni contrôlés, en tout cas pas à 100%? Est-ce qu'il est encore temps de contrôler tout ça? Oui, je pense qu'il est encore temps. Aujourd'hui, les systèmes onusiens des droits de l'homme, mais aussi les systèmes régionaux et les différentes agences au niveau international, au niveau régional et local, essaient un peu d'étudier ces impacts. Vous l'avez bien rappelé, Mme Bachelet a demandé un moratoire par rapport à certaines formes d'intelligence artificielle qui touchent et qui impactent négativement les droits humains. Ceci étant, il est aujourd'hui de la responsabilité des pouvoirs publics aussi d'instruire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la recommandation de l'UNESCO, donc d'implémenter ces recommandations au niveau national, mais c'est aussi aux entreprises, que ce soit au niveau mondial et au niveau national, de suivre les principes généraux du droit international des droits de l'homme, notamment en matière de diligence due pour les droits de l'homme. J'imagine que ces moratoires ne sont pas contraignants. Pas une forme de contrainte à les appliquer ou à les... Aujourd'hui, ce n'est pas contraignant, mais j'imagine que d'ici là, vu un peu le débat international sur le sujet, c'est une question qui serait sur la table des pouvoirs publics au niveau national et international. Il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui. Nous n'avons, pour la majorité, nous avons presque tous accès à la technologie, aux réseaux sociaux. Nous n'avons plus de vie privée, alors que la vie privée est l'un des droits de l'homme les plus importants et les plus fondamentaux. Comment peut-on vivre dans la sécurité et la dignité alors que l'environnement numérique, les applications, les plateformes, les autres réseaux sociaux collectent à chacun de nos clics de grandes quantités de données à caractère personnel sur notre vie sociale, intime, notre santé, nos opinions publiques, politiques et souvent à notre insu. Parce des fois, on ne sait pas que ces données sont utilisées ou collectées. Comment on peut se protéger? Écoutez, pour nous, les droits humains sont beaucoup plus larges qu'une simple protection des données à caractère personnel. Elle est importante, la vie privée elle est importante, le droit à la vie privée est important. Aujourd'hui, les mécanismes à mettre en place au niveau national et au niveau international sont là. Il y a des lois, il y a des directives, il y a des conventions sur le sujet. Mais il y a aussi cette manière de pousser les entreprises à respecter et à faire plus de diligence en matière des droits humains sur ces niveaux. Aujourd'hui, moi, ma crainte personnellement et aussi le CNDH, c'est par rapport à une génération qui est née avec ces technologies. L'objectif n'étant pas d'arrêter la technologie ou d'arrêter son essor, mais d'essayer un peu d'étudier ses impacts sur les droits humains et d'essayer de les éradiquer pour une technologie, c'est ce qu'on appelle toujours chez nous au CNDH, pour une technologie, une intelligence artificielle qui respecte les droits humains. Oui, donc on a parlé des lois, donc il faut légiférer, c'est important, et veiller à ce que le secteur privé, qui est responsable de la conception, de la programmation et de la mise en œuvre d'intelligence artificielle, respecte les normes des droits de l'homme, mais cela ne dépend pas toujours de nous, c'est au niveau mondial, c'est pas nous qui concevons, c'est rarement nous qui concevons et développons ces programmes, mais à un autre niveau, est-ce qu'on ne peut pas, comme vous l'avez dit, comment on peut familiariser la population avec l'intelligence artificielle? L'État ne devrait-il pas investir davantage dans des initiatives de sensibilisation, même à l'école, et d'éducation destinées à aider tous les citoyens, les jeunes générations, à acquérir les compétences nécessaires pour se protéger et pour comprendre l'influence de l'intelligence artificielle sur la vie de chacun? Est-ce que
vous avez des recommandations au sein du CNDH pour que ce soit des matières ou des cours à part entière dans le cursus scolaire. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Écoutez, nous travaillons toujours sur la question et nous n'avons pas encore rendu nos recommandations, mais je peux vous livrer un peu quelques sujets. Nous souhaitons à ce que les droits humains soient inscrits dans les cursus on va dire des écoles et des instituts de technologie qui forment les ingénieurs et les techniciens sur la matière. On souhaite aussi à ce que tous les programmes et toutes les technologies de l'IA soient étudiés dans le sens de leur impact sur les droits humains, que ce soit dans la conception, ce qu'on peut appeler chez nous Human Rights by Design, les droits de l'homme par le design, et puis aussi dans toutes les phases d'utilisation. Mais aussi, il faut souligner que dans cette question, elle est une question planétaire. Il faut une coopération internationale accrue face à des entreprises justement qui n'ont pas forcément qu'une existence sur un pays ou une législation pareille, et donc une coopération multilatérale dans les instances onusiennes, mais aussi avec des implications au niveau national et régional. Oui, voilà. Justement, pour cette coopération, vous avez dit au niveau onusien, au niveau national, est-ce qu'il y a le CNDH, est-ce que le Conseil coopère avec justement les acteurs étatiques, gouvernement, parlement, système judiciaire, forces de l'ordre? Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens ou est-ce que vous le faites déjà? Écoutez, en avril dernier, le CNDH avait organisé un séminaire de concertation au niveau national avec comme j'ai dit, toutes les parties prenantes. Il y avait des entreprises, il y avait des chercheurs, il y avait la société civile et puis les acteurs étatiques. L'idée était un peu d'écouter le son de cloche de chaque partie et de déceler un peu les pistes de réflexion sur le sujet. Et puis, en fait, avec le benchmark international dernièrement organisé par le CNDH, nous nous dirigeons maintenant vers plus de connaissances, on va dire, de la topologie de la question au niveau national, et puis par la prise en compte des différentes préoccupations des acteurs en vue d'avoir des recommandations idoines sur la question, sur le plan national bien sûr, mais aussi pour pouvoir agir au niveau collectif, au niveau planétaire et international. Dernière chose, peut-être d'après les études du CNDH, est-ce que vous avez constaté, et le benchmark et vos différentes rencontres et conférences, est-ce que vous avez senti ou constaté plutôt un impact, un grand impact palpable de l'intelligence artificielle au Maroc sur les libertés individuelles et sur les libertés d'expression? Sur l'intrusion dans la vie privée. Écoutez, est-ce qu'il y a des études dans ce sens qui ont été menées? Alors, dans le monde universitaire, cette question, elle est, comme l'a rappelé le CNRST et les universités, elle est encore embryonnaire au niveau marocain. Au niveau international, il y a beaucoup de recherches. Puis au niveau du CNDH, nous avons réalisé un monitoring sur la question et nous avons relevé un certain nombre d'exemples d'impact aujourd'hui palpables sur la question. Ce qu'on essaie un peu de faire, c'est regrouper toutes les parties prenantes sur la question pour pouvoir adresser positivement cette question. Mais au niveau des impacts, aujourd'hui, ce n'est pas que de la science-fiction, c'est des impacts réels, touchés et vus par des personnes, par des citoyens. Et donc aujourd'hui, il faut adresser cette question. Tout le monde en est conscient, que ce soit les pouvoirs publics, les centres de recherche, les entreprises ou la société civile. Maintenant, il faut accompagner un peu l'éclosion de cet écosystème marocain technologique et de l'intelligence artificielle pour qu'il puisse prendre un peu cet aspect droits humains dans sa production, dans son utilisation, mais aussi dans sa diffusion, que ce soit au niveau marocain ou au niveau même régional. Je sais que vous êtes au sein du CNDH et que c'est un Conseil national pour les droits de l'homme et que vous n'êtes pas un technicien ou spécialisé, mais est-ce qu'il y a pour la jeune génération, surtout les enfants et les jeunes, des réflexes importants ou des choses à éviter pour se protéger, qui sont faciles à appliquer? Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, notre crainte, c'est un peu de voir une génération qui est née avec ces technologies. Et ces technologies, on a vu un peu les annonces des entreprises technologiques vont s'accentuer vers des univers, on va dire, de réalité dite virtuelle ou de réalité augmentée.
ça va affecter un peu la perception des humains, de la vie réelle, des interactions humaines. Aujourd'hui, on voit particulièrement sur les jeux vidéo l'addiction qu'ont nos jeunes par rapport à ces jeux vidéo et parfois avec des impacts très négatifs. On a eu un cas malheureusement à Tanger que nous avons relevé d'un jeune qui a commis un crime notamment par cette addiction aux jeux vidéo et en ligne. Ça, c'est des questions qui nous intéressent et qui nous affectent beaucoup et c'est pour ça qu'on essaie un peu d'adresser cette question à ce niveau-là. Il y a plus de violence parce que les jeunes ne font pas la différence entre la vie réelle et la vie virtuelle. Effectivement, il y a un domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle de l'intelligence émotionnelle qui agit sur surtout des catégories de personnes vulnérables, notamment les enfants, et qui, à un certain moment, n'ont pas de frontières entre ce qui se passe dans un univers, on va dire, virtuel et le monde réel de tous les jours. Quel est le prochain projet du CNDH ? Est-ce que vous avez déjà prévu une rencontre ou une autre conférence ou un projet lié à l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, votre programme au sein du CNDH? Écoutez, après une série de séminaires, de concertations, que ce soit au niveau national ou au niveau international, nous avons constitué aujourd'hui un comité scientifique sur la question qui nous accompagne avec des personnalités de premier rang, que ce soit des présidents d'universités marocaines ou même des sommités académiques au niveau international. L'idée est un peu de compiler tout ce qui a été fait au niveau de ces séminaires de concertation et de sortir avec une étude ou un texte de recommandation par rapport à cette question-là. On s'achemine normalement à organiser un séminaire de restitution en juillet prochain sur la question. Merci beaucoup, Mounir Ben Saleh, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CNDH, le Conseil national pour les droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée.